Ma sœur a hurlé, annule ton RDV. Mon cheval passe avant ta santé. J'ai dit non. La gifle a claqué. Mes parents ont dit, tu es égoïste. Elle est notre avenir. Je suis partie. Quand j'ai découvert ce qu'ils avaient fait à mon nom, il était trop tard pour eux. Ils ont fini sans rien. Je m'appelle Floriane, j'ai 32 ans, et je vis à Tours. La nuit où ma vie a basculé, où j'ai enfin compris que je n'étais rien pour ma famille, j'avais une seule chose en tête, ce rendez-vous médical que j'attendais depuis des mois. Ma sœur, Ophélie, a hurlé au milieu du dîner, « Annule ton médecin. Mon cheval passe avant ta santé. » J'ai refusé. La gifle de ma mère a claqué si fort que mes lunettes ont volé à travers la pièce. Ils m'ont traité d'égoïste. Ils ont dit que ma vie ne valait rien comparé à sa carrière. Alors, j'ai pris mes clés et je suis partie. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est qu'en franchissant cette porte, j'allais découvrir un secret qui les enverrait tous en prison. Tout a commencé lors d'un de ces dimanches pluvieux typiques de la vallée de la Loire. Je conduisais ma petite voiture d'occasion vers la maison de mes parents, située dans un quartier résidentiel huppé de tours. Mes mains serraient le volant si fort que mes jointures étaient blanches. Ce n'était pas à cause de la circulation, mais à cause de la boule que je sentais dans mon cou. Une grosseur, dure comme une pierre, juste sous ma mâchoire. Cela faisait 2 semaines que je me réveillais en sueur au milieu de la nuit, trempée et grelottante. J'avais enfin réussi à obtenir une biopsie d'urgence pour le lendemain matin, lundi, à l'hôpital Bretonneau. J'étais terrifiée. J'avais besoin de ma mère. J'avais besoin que mon père me dise que tout irait bien. Mais au fond de moi, je savais que c'était trop demandé. En garant ma voiture devant le portail en fer forgé, j'ai vu le van à chevaux flambant neufs garé dans l'allée. Il brillait sous la pluie, immense et imposant. C'était le dernier caprice d'Ophélie, ma petite sœur de 22 ans. Ophélie, l'enfant prodige, la cavalière émérite, l'espoir de la famille. Ou du moins, c'est ce que mes parents, Hubert et Bérangère, aimaient raconter à quiconque voulait bien l'entendre. Je suis entrée dans la maison. L'odeur du rôti de bœuf et de la cire pour meubles anciens m'a accueillie, une odeur qui aurait dû être réconfortante mais qui me donnait la nausée. Dans le couloir, les murs étaient couverts de photos. Ophélie sautant un obstacle. Ophélie recevant une médaille. Ophélie sur son cheval, prince. J'ai cherché une trace de moi. Il y avait une petite photo, presque cachée derrière un vase, de ma remise de diplôme d'opticienne il y a 10 ans. C'était tout. J'étais le fantôme de cette maison, utile seulement quand il fallait payer quelque chose ou rendre service. Avant de vous raconter comment ce dîner s'est transformé en cauchemar, dites-moi en commentaire, quelle heure est-il chez vous en ce moment? Et depuis quelle ville ou quel pays suivez-vous mon histoire? Je suis toujours curieuse de voir jusqu'où mes mots peuvent voyager. Nous nous sommes assis à table. L'atmosphère était tendue, électrique. Ma mère, Bérangère, servait le vin avec des gestes nerveux. Mon père, Hubert, ne me regardait même pas, il était occupé à polir ses lunettes avec sa serviette. Ophélie, elle, rayonnait. Elle parlait fort, riant de ses propres blagues, racontant comment elle avait humilié une concurrente lors de l'entraînement la veille. « Alors, Floriane, a lancé mon père sans lever les yeux de son assiette, tu es prête pour demain ?» J'ai senti un élan d'espoir. Il se souvenait de mon rendez-vous médical? J'ai posé ma fourchette, touchant instinctivement le bandage discret sur mon cou où le médecin avait fait le prélèvement préliminaire. « Oui, papa, ai-je répondu doucement. Je suis un peu nerveuse, mais le docteur a dit que... » Ophélie m'a coupé brusquement, sa voix perçante résonnant dans la salle à manger. « De quoi tu parles ? » Papa parle du concours régional. J'ai besoin que tu conduises le van demain matin. Papa a mal au dos, il ne peut pas faire 3 heures de route. Tu dois m'emmener à Saumur à 7 heures pile. Le silence est tombé sur la table. J'ai regardé ma sœur, puis ma mère, puis mon père. Ils attendaient tous ma réponse, comme si c'était une évidence. Comme si ma vie n'était qu'un accessoire au service de la gloire d'Ophélie. Je ne peux pas, ai-je dit, ma voix tremblant légèrement. J'ai ma biopsie demain matin à 8 heures. C'est important. Je vous l'ai dit la semaine dernière. Ophélie a levé les yeux au ciel, un geste théâtral qu'elle maîtrisait à la perfection. Oh, arrête avec tes drames, Floriane. Tu as toujours quelque chose. Une fois c'est une migraine, une autre fois c'est la fatigue.
Là, c'est juste un ganglion enflé. Ça peut attendre mardi. Mon concours, lui, ne peut pas attendre. C'est la qualification pour les championnats de France. J'ai regardé ma mère, cherchant un soutien. Maman? Tu sais que le médecin est inquiet. Il a parlé de lymphome. Je ne peux pas décaler. Bérengère a soupiré, posant sa main manucurée sur celle d'Ophélie pour la calmer. Floriane, ne sois pas ridicule. Ta sœur a travaillé dur toute l'année. Ce n'est pas le moment d'être égoïste. Appelle l'hôpital, dis-leur que tu as un empêchement professionnel. Ils te donneront un autre créneau. La santé, ça va, ça vient. Mais une carrière, ça se construit maintenant. C'était la phrase de trop. La santé, ça va, ça vient? J'avais peut-être un cancer, et pour eux, c'était moins important qu'un concours de dressage amateur. Quelque chose s'est brisé en moi à ce moment-là. Ce n'était pas seulement de la tristesse. C'était de la rage. Une rage froide et pure. Je me suis levée, mes jambes tremblaient sous la table, mais je me suis forcée à rester droite. Pour la première fois de ma vie, j'ai osé soutenir le regard de mon père, cet homme autoritaire qui m'avait appris à toujours baisser les yeux. Non, ai-je dit. Le mot a claqué dans l'air, bref et définitif. Je ne conduirai pas le van. Je ne décalerai pas mon rendez-vous. Ma santé n'est pas négociable, Ophélie. Débrouille-toi. Prends un taxi, loue un chauffeur, je m'en fiche. Demain, je vais à l'hôpital. Pour moi. Le visage d'Ophélie est passé du rose au rouge cramoisi. Elle n'avait jamais entendu le mot non venant de moi. Elle s'est levée d'un bond, renversant sa chaise qui a fait un bruit terrible sur le parquet ciré. « Tu es jalouse » a-t-elle hurlé, sa voix montant dans les aigus, une véritable hystérie. « Tu as toujours été jalouse de mon talent parce que toi, tu n'es rien. Tu n'es qu'une petite vendeuse de lunettes minables. Tu veux gâcher mon moment de gloire avec tes maladies imaginaires. Pas de médecin. Tu viens à mon concours. C'est un ordre. » Ce n'est pas imaginaire, Ophélie, ai-je crié en retour, les larmes me montant aux yeux malgré moi. J'ai peur. J'ai peur de mourir. Est-ce que ça t'intéresse au moins? C'est là que c'est arrivé. Le mouvement a été si rapide que je ne l'ai pas vu venir. Ophélie a tendu le bras et sa main a percuté ma joue avec une violence inouïe. Le bruit de la chair contre la chair a résonné comme un coup de feu. La force du coup a fait voler mes lunettes, qui ont atterri 2 mètres plus loin, un verre se brisant sur le carrelage. J'ai titubé, me rattrapant de justesse au dossier de ma chaise. Le silence qui a suivi était assourdissant. Ma joue me brûlait, une douleur lancinante qui irradiait jusqu'à mon oreille. J'ai porté la main à mon visage, choquée. J'ai regardé mes parents. Je m'attendais à ce qu'ils crient, qu'ils punissent Ophélie, qu'ils viennent voir si j'allais bien. Mais ils sont restés assis. Immobiles. Ma mère s'est levée lentement, non pas pour venir vers moi, mais pour aller vers Ophélie. Elle a pris les mains de ma sœur dans les siennes, examinant ses paumes comme si c'étaient des reliques sacrées. « Oh, ma chérie, tu t'es fait mal à la main ?» a demandé ma mère d'une voix douce, presque mielleuse. « Fais attention, tu as besoin de tes poignets souples pour les rênes de main. » J'ai cru que j'allais vomir. Mon père a finalement parlé, sa voix froide et tranchante comme une lame de rasoir. « Regarde ce que tu as fait, Floriane, a-t-il dit, me fixant avec un mépris total. Tu as poussé ta sœur à bout. Tu sais qu'elle est sous pression. Tu es l'aînée, tu devrais être plus compréhensive au lieu de provoquer des scènes. Ramasse tes lunettes et excuse-toi. Et demain, tu conduiras ce van, ou ne prends même pas la peine de revenir ici. » J'ai regardé ces 3 personnes. Ces gens qui partageaient mon ADN. J'ai vu la satisfaction cruelle dans les yeux d'Ophélie. J'ai vu la faiblesse complice dans ceux de ma mère. J'ai vu l'indifférence glaciale de mon père. Et j'ai compris. Je n'avais pas de famille. J'avais des bourreaux. Je me suis baissée pour ramasser mes lunettes brisées. J'ai mis les débris dans ma poche. Je n'ai rien dit. Pas un mot. La douleur dans ma joue était devenue un rappel constant de ma nouvelle réalité. Si je restais, si je cédais encore une fois, je mourrais. Peut-être pas du cancer, mais de chagrin, d'épuisement, d'abus. J'ai pris mon sac à main.
J'ai marché vers la porte d'entrée. « Où tu vas ?» a aboyé mon père. On n'a pas fini de parler. « Si, Hubert » ai-je répondu, l'appelant par son prénom pour la première fois. « On a fini. Pour toujours. » J'ai claqué la porte derrière moi. Le bruit a résonné dans la nuit comme le point final d'un livre que je venais de refermer. Dehors, la pluie tombait toujours, froide et impitoyable, mais pour la première fois depuis des années, je me sentais libre. Seul, terrifié, blessé, mais libre. Si vous étiez à ma place, avec une famille qui choisit un cheval plutôt que votre survie face au cancer, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous conduit ce van pour avoir la paix, ou auriez-vous claqué la porte comme moi? Dites-le moi dans les commentaires, je veux vraiment savoir si j'ai eu raison. Je suis montée dans ma voiture, les mains tremblantes, incapable de mettre la clé dans le contact immédiatement. Je pleurais, mais sans bruit. Des larmes chaudes coulaient sur ma joue enflée, se mélangeant à la douleur pulsatile du cou. J'ai démarré le moteur et je me suis éloignée de cette maison maudite, les phares balayant la route sombre et humide. Je ne pouvais pas rentrer chez moi. Mon appartement, un petit studio au centre de Tours, n'était pas sûr. Mes parents avaient un double des clés, pour les urgences, disaient-ils, mais en réalité, c'était pour venir vérifier si je vivais selon leurs normes, ou pour déposer le linge sale d'Ophélie que je devais repasser. S'ils venaient me chercher pour me forcer à conduire le van, c'est là qu'ils iraient en premier. J'ai roulé sans but pendant 1 heure, faisant le tour du périphérique, écoutant le rythme hypnotique des essuie-glaces. Finalement, j'ai garé ma voiture devant un petit immeuble en briques rouges. J'ai sorti mon téléphone et j'ai composé le numéro d'Emeric. Emeric était un ancien collègue, un comptable avec qui j'avais travaillé il y a quelques années. Il était le seul à connaître la vérité sur ma famille. Le seul qui m'avait vu pleurer dans la réserve du magasin quand ma mère m'appelait pour exiger de l'argent. « Allô ? Floriane ? Il est 22 heures, tout va bien ? » Sa voix était endormie mais inquiète. « Emeric, je ne peux pas rentrer chez moi. Est-ce que ton canapé est toujours disponible ? » Il n'a pas posé de questions. « Monte. Le code est 45B89. Je t'ouvre. » Assise dans le salon chaleureux d'Emeric, avec une tasse de thé chaud entre les mains, j'ai commencé à me calmer. Il a regardé ma joue, qui virait au violet, mais il a eu la décence de ne pas insister. Il m'a juste apporté une poche de glace. « C'est Ophélie ?» a-t-il demandé doucement. J'ai hoché la tête. Elle voulait que je rate ma biopsie pour son concours. Emeric a juré entre ses dents. « Ils sont fous, Floriane. Tu le sais, n'est-ce pas ? Ils sont toxiques. » Je le savais. Bien sûr que je le savais. Mais l'habitude est une chaîne puissante. En regardant la pluie battre contre la fenêtre, des souvenirs me sont revenus. J'avais 22 ans. J'avais été acceptée dans une école d'optométrie prestigieuse à Paris. J'avais une bourse partielle. C'était mon rêve. Mais mes parents m'avaient assise dans le salon, ce même salon où j'avais été giflée ce soir, et m'avaient dit qu'ils ne pouvaient pas m'aider pour le logement à Paris. Pourquoi ? Parce qu'Ophélie, qui avait 12 ans à l'époque, avait besoin d'un nouveau poney de compétition. « Ta sœur a un don, Floriane, » avait dit ma mère. « Nous devons tout miser sur elle. Toi, tu es débrouillarde. Tu peux rester ici, travailler, et faire tes études par correspondance. C'est mieux pour la famille. » Et j'avais accepté. J'avais abandonné Paris. J'avais travaillé 2 jobs pour payer mes études et contribuer aux frais de la maison. J'avais sacrifié ma jeunesse pour que ma sœur puisse briller. Et ce soir, en retour de 10 ans de sacrifice, j'avais reçu une gifle et l'ordre de risquer ma vie. Plus jamais, ai-je chuchoté dans le salon silencieux. C'est fini, Emeric. Cette fois, c'est vraiment fini. Je me suis endormie sur le canapé, épuisée, avec la peur du lendemain qui me tordait le ventre. Pas la peur de ma famille, mais la peur du diagnostic qui m'attendait. Le lendemain matin, l'hôpital Bretonneau ressemblait à une forteresse de béton gris sous le ciel bas. J'ai marché dans les longs couloirs aseptisés, l'odeur d'éther et de désinfectant me piquant le nez. J'étais seule. Autour de moi, dans la salle d'attente du service oncologie, les gens étaient accompagnés. Un mari tenait la main de sa femme. Une mère caressait les cheveux de sa fille.
Moi, j'avais juste mon sac à main et mon téléphone, que j'avais mis en mode silencieux pour ne pas entendre les appels incessants de ma mère. 54 appels manqués. 12 messages vocaux. Je n'en ai écouté aucun. Mademoiselle le maire? L'infirmière m'a guidée vers une salle d'examen froide. Le médecin est entré peu après. C'était un homme d'une 50aine d'années, aux yeux fatigués mais bienveillants. Il a palpé mon cou, froncé les sourcils, puis a regardé les images de l'échographie faites plus tôt. Il ne m'a pas caché la vérité. Il n'a pas utilisé de mots doux. Écoutez, Floriane, je ne vais pas vous mentir. La structure de ce ganglion est très suspecte. Il est dur, fixé au tissu profond, et vous présentez des symptômes systémiques, sueur nocturne, perte de poids inexpliquée. Il a fait une pause, me regardant droit dans les yeux. Je suspecte fortement un lymphome de Hodgkin. C'est un cancer du système lymphatique. Nous devons faire la biopsie tout de suite pour confirmer le stade et le type exact, mais vous devez vous préparer à un traitement lourd. De la chimiothérapie, probablement de la radiothérapie. Le monde a vacillé autour de moi. Le mot cancer a résonné dans ma tête comme un gong funèbre. J'avais 32 ans. Je n'avais pas vécu. Je n'avais pas voyagé. Je n'avais pas d'amoureux. J'avais juste travaillé pour payer les caprices d'une petite sœur ingrate. Est-ce que je vais mourir? Ai-je demandé, ma voix n'étant qu'un souffle. Nous l'avons pris à temps, je l'espère, a répondu le médecin. Mais le combat sera rude. Vous aurez besoin de repos, de calme et de soutien. Avez-vous de la famille pour vous aider? J'ai failli rire. Un rire hystérique, amer. De la famille? Ma famille était probablement en train de hurler sur un parking de concours hippique parce que leur chauffeur n'était pas venu. Non, docteur, ai-je répondu. Je suis seule. Mais je me battrai. La procédure a été douloureuse, mais la douleur physique était presque une distraction bienvenue. Quand je suis sortie de l'hôpital, le bandage au cou me donnait l'impression d'être marqué. J'étais une malade. Une victime. J'ai craqué. Juste une seconde. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé ma mère. Une partie stupide et enfantine de moi espérait encore. Espérait qu'en entendant le mot cancer, elle redeviendrait une maman. Elle a décroché à la première sonnerie. J'entendais du bruit de fond, des chevaux, des haut-parleurs. Maman. Ai-je commencé, la voix brisée. Espèce de petite garce, a-t-elle hurlé dans le combiné. Tu sais ce que tu as fait? Ophélie a dû prendre un taxi. Elle est arrivée en retard au warm-up. Elle est dans tous ses états. Tu as gâché sa concentration. Ne t'avise pas de revenir à la maison avant d'avoir présenté des excuses à genoux. J'ai fermé les yeux. J'ai pris une grande inspiration. Maman, le médecin dit que c'est un cancer. Un lymphome. Il y a eu un silence d'une seconde. Puis. Arrête tes mensonges. Tu es prête à inventer n'importe quoi pour te faire plaindre et justifier ta paresse. Je n'ai pas le temps pour tes comédies. Ophélie entre en piste dans 5 minutes. Et elle a raccroché. Je suis restée là, le téléphone collé à l'oreille, écoutant la tonalité vide. C'était la fin. Il m'avait abandonnée face à la mort. Mais je ne savais pas encore que l'abandon émotionnel n'était que la première étape. Le véritable coup de poignard, celui qui allait me mettre à genoux, m'attendait à la pharmacie. Je me suis traînée jusqu'à ma voiture. Je devais aller à la pharmacie pour récupérer les antibiotiques et les antidouleurs prescrits après la biopsie. Ma tête tournait, mélange de choc émotionnel et d'anesthésie locale qui se dissipait. Je suis entrée dans la pharmacie du centre-ville, celle où j'allais depuis des années. Il y avait du monde. J'ai attendu mon tour, tenant mon ordonnance comme une bouée de sauvetage. Quand la pharmacienne m'a tendu le petit sac blanc, j'ai sorti ma carte bancaire. Je voulais juste rentrer chez Emeric, me coucher dans le noir et oublier que j'existais. J'ai inséré la carte. J'ai tapé mon code. Paiement refusé. J'ai froncé les sourcils. C'était impossible. J'avais reçu ma paie la semaine dernière. Je suis une personne économe, je ne suis jamais à découvert. Ça doit être la puce, ai-je murmuré, gênée,
sentant le regard des clients derrière moi peser sur mon dos. Je peux réessayer? La pharmacienne a souri poliment. Bien sûr. J'ai frotté la puce. J'ai réinséré la carte. Paiement refusé. Carte à capturer. Cette fois, le terminal a émis un bip long et désagréable. La pharmacienne a regardé son écran, son sourire s'effaçant pour laisser place à une expression de gêne professionnelle. Mademoiselle, le terminal me demande de garder la carte. Il y a un blocage bancaire majeur. Vous devriez contacter votre agence. La honte m'a envahie, chaude et piquante. Mais, c'est une erreur. J'ai de l'argent. Je suis désolée, je ne peux pas vous donner les médicaments sans paiement. Je suis sortie de la pharmacie les mains vides, les larmes de frustration brouillant ma vue, ou ce qu'il en restait sans mes lunettes. Je suis retournée à ma voiture et j'ai appelé ma banque immédiatement. Après 10 minutes d'attente insupportable, une conseillère m'a répondu. Mademoiselle le maire, oui, je vois votre dossier. Vos comptes ont été saisis ce matin par un huissier de justice. Saisis? J'ai hurlé, manquant de lâcher le téléphone. Mais pourquoi? Je n'ai pas de dette. Je paie mon loyer, mes impôts, tout est à jour. C'est une saisie-attribution suite à un jugement du tribunal de grande instance pour des crédits à la consommation impayés. La société de crédit Sofinco réclame 12 000 €, plus les intérêts et les frais de justice. Comme vous n'avez pas répondu aux relances, ils ont bloqué vos comptes. Je n'ai jamais pris de crédit chez Sofinco. Jamais. Écoutez, le crédit est à votre nom, associé à votre numéro de sécurité sociale et à votre adresse, enfin, l'adresse de vos parents, 12 rue des Lilas. C'est bien votre adresse fiscale, non? Le monde s'est arrêté. 12 rue des Lilas. L'adresse de mes parents. Je n'y habitais plus depuis 3 ans, mais je n'avais jamais changé mon adresse officielle pour certains documents administratifs, par facilité, comme disait ma mère. Quel type d'achat? Ai-je demandé, ma voix devenant glaciale. Je ne peux pas voir les détails des achats, mais je vois plusieurs organismes de crédit. Il y a aussi un dossier en attente chez CTLM pour 15 000 €. Vous devriez aller à la Banque de France pour obtenir votre dossier de surendettement complet. J'ai raccroché. J'ai conduit jusqu'à la succursale de la Banque de France, agissant comme un robot. J'ai rempli les formulaires, montré ma carte d'identité. 1 heure plus tard, je tenais entre mes mains un dossier épais de 10 pages. Je me suis assise sur un banc public, sous la pluie fine, et j'ai ouvert le dossier. Ce que j'ai lu m'a fait oublier mon cancer. Crédit 1, 4 500 €, sellerie de luxe Hermès. Crédit 2, 18 000 €, achat véhicule van pour chevaux, modèle Prestige. Crédit 3, 6 000 €, frais d'adhésion club hippique élite plus stage de perfectionnement en Normandie. Crédit 4, 3 000 €, couture sur mesure, veste de compétition. Tout était à mon nom. Floriane Lemaire. Mais les dates correspondaient à des moments où j'étais au travail. Et les signatures. C'était une imitation grossière de la mienne. Une imitation que je reconnaissais entre mille. C'était l'écriture de ma mère. Il n'avait pas seulement ignoré ma maladie. Il m'avait volé mon identité. Ils avaient hypothéqué mon avenir pour acheter des selles en cuir et des vents de luxe à leur précieuse Ophélie. Pendant que je mangeais des pâtes pour économiser, ils vivaient la grande vie avec mon nom. J'étais ruinée. Interdite bancaire. Et j'avais un cancer à soigner. Sans argent, sans crédit, sans famille. La tristesse a disparu. La peur a disparu. Il ne restait plus qu'une chose, la détermination de les détruire. Je suis retournée chez Emeric avec le dossier sous le bras. Quand il a vu les papiers, son visage a blêmi. Floriane, c'est criminel, a-t-il murmuré en parcourant les pages. Regarde ça. Ils ont utilisé une copie de ton passeport. Tu sais, celui que tu avais perdu il y a 2 ans? Je m'en souvenais. J'avais cherché ce passeport partout. Ma mère m'avait dit, tu as dû l'égarer, tu es tellement tête en l'air. Refais-en un. Elle l'avait volé. Elle l'avait gardé pour ouvrir des comptes en ligne. Et regarde les relevés bancaires associés au prélèvement, a continué Emeric, pointant une ligne du doigt.
Ils ont ouvert un compte courant secondaire à ton nom dans une banque en ligne, juste pour faire transiter l'argent des crédits. Ils ont tout orchestré. C'est de la préméditation. Je me suis laissé tomber sur le canapé, fixant le plafond. Comment avait-il pu? Je pouvais comprendre, difficilement, la préférence affective. Je pouvais comprendre qu'ils aiment plus Ophélie. Mais ça? Me mettre sciemment dans une situation de faillite personnelle? Risquer de m'envoyer en prison pour fraude? Il pensait que je ne le saurais jamais, ai-je dit lentement, assemblant les pièces du puzzle. Il pensait qu'Ophélie allait gagner des concours, devenir professionnelle, gagner des millions, et qu'il rembourserait les crédits petit à petit sans que je m'en aperçoive. Ils ont parié ma vie sur les compétences équestres d'une amatrice. Sauf qu'elle ne gagne rien, a répliqué Emmerich. Et les dettes se sont accumulées. Ils ont fait de la cavalerie budgétaire. Ils ont pris un nouveau crédit pour payer les intérêts du précédent. Et maintenant que le château de cartes s'écroule, c'est toi qui es dessous. J'ai touché mon coup douloureux. J'ai besoin de cet argent, Emmerich. Les traitements pour le lymphome, même avec la sécurité sociale, il y a des frais annexes, les perruques, les soins de confort, les dépassements d'honoraires des spécialistes, les taxis si je suis trop faible pour conduire. Et je ne peux même pas acheter une baguette de pain. Emmerich m'a pris la main. Tu vas porter plainte. Ce soir. J'ai hésité. C'étaient mes parents. Les envoyer en prison? C'était contre nature. C'était briser le tabou ultime. Mais alors, j'ai repensé à la voix de ma mère au téléphone. Je n'ai pas le temps pour tes comédies. Elle savait que j'avais un cancer et elle s'en fichait. Elle s'inquiétait plus pour le retard d'Ophélie au concours que pour ma survie. Non, ai-je dit, me relevant. Pas ce soir. D'abord, je vais les voir. Je veux les voir en face. Je veux voir leur visage quand ils sauront que je sais. C'est dangereux, Florian. Ils sont acculés. Je n'ai plus rien à perdre, Emmerich. Ils m'ont tout pris. Mon argent, mon amour-propre et maintenant ma santé. Je veux qu'ils m'entendent. J'ai pris le dossier. J'ai pris mes clés. Il était 19 heures. Il devait être rentré du concours. Je me suis dirigée vers ma voiture. Cette fois, je ne pleurais plus. J'étais calme. Le calme avant la tempête. Je conduisais vers la maison de mon enfance, non plus comme une fille obéissante, mais comme un juge prêt à rendre sa sentence. Quand je suis arrivée devant la maison, les lumières étaient allumées. Je pouvais voir des silhouettes s'agiter dans le salon. Je suis entrée sans frapper. J'avais encore ma clé, après tout. C'était chez moi, selon l'adresse fiscale de mes dettes. La scène qui s'offrait à moi était surréaliste. Ophélie était allongée sur le canapé, un sac de glace sur la cheville, pleurant à chaudes larmes. Ma mère l'amassait. Mon père faisait les 100 pas, l'air furieux. C'est la faute du juge, cria Ophélie. Il ne m'aime pas. Et puis ce cheval est nul. Il a refusé l'obstacle. Il me faut un meilleur cheval, papa. On verra, ma chérie, on verra. Murmurait ma mère. Il n'y aura pas de nouveau cheval, ai-je dit d'une voix forte en restant dans l'encadrement de la porte. Ils se sont tous figés. 3 paires d'yeux se sont tournés vers moi. Mon père a été le premier à réagir. Toi. Tu oses revenir ici après ce que tu as fait hier? Tu sais qu'Ophélie a été éliminée? Elle était tellement bouleversée par ton égoïsme qu'elle a raté sa reprise. C'est de ta faute. J'ai marché jusqu'à la table basse et j'ai jeté le dossier de la Banque de France dessus. Le bruit sur des papiers a fait sursauter ma mère. Non, Hubert. C'est fini. Je sais tout. Sauf un co. C'est Thélème. Le van. Les selles. Les 45 000 € de dette à mon nom. Le visage de ma mère a perdu toutes ses couleurs. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée, ressemblant à un poisson hors de l'eau. Mon père, lui, a plissé les yeux, passant de la colère à une attitude défensive et arrogante. « Tu as fouillé dans nos papiers ?» a-t-il sifflé. « Ce sont MES papiers. C'est MON non. C'est MA vie que vous avez hypothéqué,
ai-je crié. Comment avez-vous pu? Comment avez-vous pu me voler pour payer ces caprices? J'ai pointé Ophélie du doigt. Ophélie s'est redressée, essuyant ses larmes. Ce ne sont pas des caprices. C'est ma carrière. Et de toute façon, tu as un bon travail, tu es célibataire, tu n'as pas de dépenses. C'est normal que tu aides la famille. Quand je serai championne olympique, je te rembourserai et tu me supplieras pour avoir des autographes. Son arrogance m'a coupé le souffle. Elle y croyait vraiment. Elle croyait que le vol était un investissement familial. Tu ne seras jamais championne, Ophélie, ai-je dit froidement. Tu es une amateur médiocre que papa et maman entretiennent dans l'illusion. Mais la fête est finie. Mes comptes sont saisis. Je suis interdite bancaire. Je ne peux même pas acheter mes médicaments pour le cancer. Ma mère a levé la tête. Le cancer, c'est vrai alors? Oui, c'est vrai. J'ai un lymphome. J'ai besoin de chimiothérapie. J'ai besoin d'argent pour survivre. Et vous m'avez tout pris. Il y a eu un silence. J'attendais des excuses. Des larmes. Une offre d'aide. Mais mon père a croisé les bras et a dit la chose la plus monstrueuse que j'ai jamais entendue. Bon, écoute. On ne va pas paniquer. Le cancer, ça se soigne très bien maintenant. Par contre, si tu fais un scandale pour ces dettes, tu vas ruiner la réputation d'Ophélie au club. Les banques sont des voleurs de toute façon. On va s'arranger. Tu vas prendre un deuxième emploi, on va restructurer la dette. Un deuxième emploi, ai-je répété, incrédule. Je vais être sous chimio. Je vais perdre mes cheveux, vomir mes tripes, être épuisée. Et tu veux que je travaille plus pour payer son cheval? Ne sois pas dramatique, a intervenu ma mère. Tu as toujours été forte. Ophélie est fragile, elle a besoin de protection. Toi, tu peux encaisser. J'ai regardé ces gens. Ils étaient fous. Littéralement déconnectés de la réalité morale. Ils étaient prêts à me presser jusqu'à la dernière goutte de sang, même si ce sang était malade. Je ne vais pas prendre un deuxième emploi, ai-je dit doucement. Je vais aller à la police. La menace a fait l'effet d'une bombe. Ophélie a hurlé. Ma mère s'est levée pour me barrer la route. Tu ne feras pas ça. On est ta famille. Tu n'enverrais pas tes propres parents en prison. Vous n'êtes pas ma famille, ai-je répondu en reculant vers la porte. Une famille ne vole pas son enfant malade. Une famille ne sacrifie pas l'un pour l'autre. Vous êtes des escrocs. Et demain matin, tout le monde le saura. Je suis sortie en courant, ignorant les cris de mon père qui me menaçait, ignorant les pleurs de ma mère qui jouait la victime. Je suis montée dans ma voiture et j'ai verrouillé les portes. Mes mains ne tremblaient plus. J'étais glacée. Prête pour la guerre. Le lendemain matin, accompagnée d'Emeric, j'ai franchi les portes du commissariat central de Tours. Déposer plainte contre ses parents est une épreuve que je ne souhaite à personne. L'officier de police qui a pris ma déposition était incrédule au début. Mais quand j'ai étalé les relevés bancaires, les copies des faux contrats et mon diagnostic médical, son visage s'est durci. C'est de l'usurpation d'identité, faux et usage de faux, et abus de confiance aggravé sur personne vulnérable, a-t-il listé. Madame, une fois que je valide cette plainte, le procureur va se saisir du dossier. C'est du pénal. Il n'y aura pas de retour en arrière possible. J'ai pensé à mon compte vide. À ma chimio qui commençait dans 2 jours. À la phrase de mon père, tu peux encaisser. J'ai signé. Dès que la police a convoqué mes parents pour leur garde à vue, l'enfer s'est déchaîné. Mais pas l'enfer judiciaire, l'enfer social. Mon téléphone a commencé à exploser de notifications. C'était ma tante Jocelyne, la sœur de ma mère, une bigote qui passait sa vie à juger les autres. Floriane, comment peux-tu? Tes parents t'ont nourri, logé. La Bible dit honore ton père et ta mère. Tu es possédé par le diable pour faire ça. Retire ta plainte immédiatement. Puis, ce fut au tour d'Ophélie. Elle avait posté une vidéo sur TikTok et Facebook. Elle pleurait face caméra, sans maquillage, pour une fois. Ma propre sœur essaie de détruire ma vie par jalousie.
Elle invente qu'elle a le cancer pour cacher qu'elle a dépensé tout son argent en drogue et en jeux, et maintenant elle accuse nos parents pour ne pas payer ses dettes. Je suis dévastée. Aidez-nous. La vidéo avait des milliers de vues. Les commentaires étaient horribles. Quelle sœur indigne. Courage Ophélie, on est avec toi. Les gens jaloux sont des poisons. J'étais assise dans ma première séance de chimiothérapie, une aiguille dans le bras, regardant ce poison numérique se déverser sur moi. Je me sentais sale. J'avais envie de crier la vérité au monde entier, mais je n'avais pas la force. Le produit coulait dans mes veines, me donnant un goût métallique dans la bouche. J'étais seule contre tous. Mes cousins, mes oncles, même certains amis communs de la famille m'ont bloqué ou envoyé des messages d'insultes. J'étais devenue la brebis galeuse, la traîtresse. Mais j'avais Aymeric. Et j'avais mon avocat, Maître Vasseur, un homme sec et précis que j'avais engagé avec l'aide juridictionnelle. Laissez-les parler, Floriane, m'a dit Maître Vasseur. Les réseaux sociaux ne sont pas un tribunal. Les preuves sont les preuves. Et nous allons les écraser avec. Je me suis concentrée sur ma guérison. Chaque nausée, chaque touffe de cheveux qui tombait dans la douche était un rappel de pourquoi je me battais. Je ne me battais pas seulement pour l'argent. Je me battais pour ma dignité. Pour prouver que j'existais. Les mois qui ont suivi ont été un flou de douleur et de fatigue. La chimiothérapie m'a ravagée. J'ai perdu mes cheveux, mes sourcils. J'ai perdu 10 kilos. Je ressemblais à un spectre. Il y a des jours où je ne pouvais pas me lever du lit d'Aymeric, où le simple fait de boire de l'eau était une épreuve. Mais pendant que mon corps luttait contre le cancer, mon esprit, aidé par Aymeric, luttait pour la justice. Nous avons fouillé dans mes vieux disques durs, dans mes anciens emails. Et nous avons trouvé le Graal. Un vieil ordinateur portable que j'avais laissé chez mes parents et que j'avais récupéré en douce lors de ma confrontation. En l'allumant, j'ai vu que ma mère avait enregistré ses mots de passe sur le navigateur. Nous avons accédé à l'historique. C'était accablant. Des échanges de mails entre ma mère et le concessionnaire de vent. Oui, ma fille Floriane ne peut pas venir signer, elle est en déplacement, mais je vous envoie les documents scannés avec sa signature. Et pire encore, un mail à mon père, j'ai réussi à augmenter le plafond de la carte CTLM de Floriane. On peut acheter la nouvelle selle pour Saumur. On lui dira que c'est une erreur de la banque si elle reçoit un courrier. C'était écrit noir sur blanc. L'intention. La malice. La conscience de faire le mal. Nous avons transmis tout cela à la police. L'enquête a avancé vite. Les policiers ont découvert que le club hippique savait que les chèques venaient d'un compte douteux mais fermait les yeux car mon père payait des tournées au bar du club. Le juge d'instruction a ordonné la saisie conservatoire des biens de mes parents. Le van a été remorqué. Le cheval, Prince, a été saisi pour être vendu aux enchères afin de rembourser une partie des dettes. Quand Ophélie a su qu'on lui enlevait son cheval, elle a essayé de venir chez Aymeric. Elle a tambouriné à la porte à minuit, hurlant comme une folle. « Tu as tué mon rêve. Tu as tué Prince. Je te hais. J'espère que tu vas crever de ton cancer. » J'étais de l'autre côté de la porte, chauve, tremblante, serrant une tasse de tisane. Je n'ai pas ouvert. J'ai appelé la police. Ils l'ont emmenée. C'était la dernière fois que je la voyais avant le procès. Ces mots m'ont fait mal, mais ils m'ont aussi libérée. Une sœur qui souhaite votre mort n'est pas une sœur. C'est une étrangère. Et je ne dois rien aux étrangers. Le jour du procès est arrivé 8 mois plus tard. J'étais en rémission partielle. Mes cheveux commençaient à repousser, un petit duvet court et sombre. Je portais un tailleur simple, acheté en friperie. Le tribunal correctionnel de Tours était une salle solennelle, avec ses boiseries anciennes et son odeur de vieux papier. Mes parents étaient là. Ils avaient l'air terribles. Mon père était voûté, son arrogance disparue. Ma mère pleurait en silence, tenant un mouchoir. Ophélie était assise derrière eux, les bras croisés, fixant le sol avec haine. L'audience a été brutale. Le procureur n'a eu aucune pitié. Il a détaillé chaque dépense. « Madame le maire, a-t-il demandé à ma mère, pouvez-vous expliquer à la cour pourquoi vous avez imité la signature de votre fille malade pour acheter une veste de concours à 800 €?
C'était pour la famille, a balbutié ma mère. On allait rembourser. Avec quel argent? A tonné le procureur. Votre mari est à la retraite, vous ne travaillez pas. Votre fille cadette ne génère aucun revenu. Vous viviez comme des parasites sur le dos de votre fille aînée. Puis, ce fut le coup de grâce. Maître Vasseur, mon avocat, a appelé un expert équestre à la barre. Monsieur l'expert, comment évaluez-vous le niveau de mademoiselle Ophélie Lemaire? Médiocre, a répondu l'expert sans hésiter. Elle n'a jamais dépassé le niveau amateur 3. Ses notes sont catastrophiques. Elle n'avait aucune chance, je dis bien aucune, de devenir professionnelle. C'était une illusion pure et simple. Un murmure a parcouru la salle. Ophélie est devenue rouge écarlate. Tout son monde s'effondrait. Elle n'était pas une star incomprise. Elle était juste une fille sans talent avec des parents délirants. Quand le juge m'a donné la parole, je me suis levée. J'ai regardé mes parents. Je ne veux pas de vengeance, ai-je dit d'une voix calme. Je veux juste récupérer mon nom. Je veux pouvoir vivre sans la peur des huissiers. Je veux que vous compreniez que je suis une personne, pas un chéquier. Vous m'avez donné la vie, c'est vrai. Mais vous avez essayé de me la reprendre petit à petit. Aujourd'hui, je reprends ce qui est à moi. Le verdict est tombé le soir même. Hubert et Bérengère Lemaire, coupables de faux, usage de faux et escroquerie. 18 mois de prison avec sursis. Obligation de soins psychologiques. Et surtout, dommages et intérêts de 50 000 € à me verser, plus le remboursement intégral des dettes aux banques. Pour payer cela, le tribunal a ordonné la mise en vente forcée de leur maison. La maison de mon enfance. Le temple à la gloire d'Ophélie. Tout allait être vendu. Ils allaient tout perdre. En sortant du tribunal, mon père a essayé de m'attraper le bras. « Floriane, on va dormir où ?» Je me suis écartée. « Je ne sais pas, Hubert. Peut-être que tu peux dormir dans le box du cheval. » Ah non, c'est vrai, il est vendu aussi. Je suis partie sans me retourner. Cela fait 1 an maintenant. Je suis officiellement en rémission complète. Mes cheveux ont repoussé, ils sont bouclés maintenant, ce qui me plaît bien. Avec l'argent des dommages et intérêts, récupéré après la vente de la maison de mes parents, j'ai épongé les dettes à la Banque de France. Je suis de nouveau solvable. J'ai acheté un petit appartement avec un balcon plein de fleurs, dans une ville voisine. C'est petit, mais c'est à moi. Personne n'a la clé. Je n'ai plus aucun contact avec mes parents. J'ai entendu dire qu'ils louent un petit 2 pièces en banlieue et vivent de la petite retraite de mon père. Ma tante Jocelyne a essayé de me contacter une fois pour me dire qu'ils étaient malheureux, j'ai raccroché et bloqué le numéro. Quant à Ophélie, c'est peut-être la partie la plus ironique. Sans argent, sans cheval, sans parents capables de l'entretenir, elle a dû faire face à la réalité. Je l'ai croisée l'autre jour, par hasard. Elle travaillait à la caisse d'un supermarché discount. Elle portait l'uniforme du magasin, elle avait l'air fatiguée, ses ongles manucurés avaient disparu. Elle m'a vue. Nos regards se sont croisés. J'ai vu de la honte dans ses yeux. Peut-être du regret. Elle a ouvert la bouche comme pour dire quelque chose, peut-être pardon, ou plus probablement aide-moi. Je n'ai pas ralenti. J'ai poussé mon caddie et j'ai continué ma route. J'avais des amis à recevoir pour le dîner. Aymeric et sa femme venaient manger. J'avais une vie à vivre. Une vie que j'avais failli perdre et que je savourais maintenant chaque seconde. J'ai appris une leçon dure mais précieuse, le sang ne fait pas la famille. L'amour, le respect et la bienveillance font la famille. Parfois, pour guérir, il faut amputer le membre gangrené, même si ce membre est votre propre père, votre propre mère ou votre sœur. J'ai choisi de vivre. J'ai choisi de me sauver. Et je ne m'excuserai jamais pour ça. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. C'était difficile à raconter, mais nécessaire. Si vous aussi, vous avez dû couper les ponts avec des personnes toxiques pour sauver votre peau, sachez que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas égoïste. Vous êtes un survivant. Si cette histoire vous a touché, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et partagez votre propre expérience dans les commentaires. Ça m'aide énormément et ça aide cette communauté à grandir.
Prenez soin de vous, et n'oubliez pas, votre vie vous appartient. It's been a minute. Hope you are recovering well from your dental work. Head high, no matter what. Meg is proof you can conquer and overcome anything. You are loved beyond measure. Thank you. Thank you so much. Let's see if we can start. Let's see if we can play this game. If not, I might wrap it up. I'm kind of, my head's kind of just like getting fucking twisted right now. I thought I was doing okay on the nicotine, and then a lot of stress just happened. The peel box stresses me out. I feel like we've done it for so long that you guys know that I just get overwhelmed and overstimulated, and then all the other bullshit that's been going on is not helping. So let's see if we can distract ourselves from this game. Let's see if it works. Let's hope that it works. But I think Brandon was supposed to go live soon, so I don't know how long I'm gonna play this for. What is it? Steam. You don't have to keep streaming. It's not that, guys. I need to push through this. I'm just dealing with like fucking withdrawals. I'm fine. It's just fucking. It sucks that I become so testy. What are you gonna do? I'm kind of. I don't. Where is it? Mortuary says it. Whether I get off stream or not, I'm still gonna feel this fucking way. You know. He is live. Alright, cool. I'll go live on that, or I'll just fucking stream this for a little bit, see what happens. Alright. Let's see if this works. Let's try. Let's hopefully we can get through this fucking tutorial. Right. Here we go. I should probably update this though, huh? What the fuck? There it is. Broken? What do you mean broken? My muffin! Wait, I kind of want to try this little chocolate chip one. Pretty good. Fuck. Fuck. Rebecca. Great. Perfect timing. I just finished with Mr. Dalton here. Please wheel him back to cold storage. I'm hitting X. I should have skipped. Oh, honestly, wait. What if this happens again, maybe we just try skipping the tutorial. Maybe it's that. What if it's the tutorial? You know? Will it let you skip? I thought in the settings it said skip tutorial. I don't know. I might be crazy. I'm playing this shit on the speakers too. This might be really bad. All right. I'm
just finishing up something here. So why don't you grab the clipboard and start right. recording identifying marks? Let's fucking I'll see. get out of your way when you're done and let you hop in here.